Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Pionnier, le podcast pour entrepreneurs passionnés. Aujourd'hui, nous accueillons Hélène de l'agence de l'événement dans l'air. Elle va nous raconter son parcours d'entrepreneur, de femme, de maman. A tout de suite avec Hélène. Faut être un peu fou, tu penses, pour être entrepreneur ? Ouais, faut être un peu frappadingue, ouais. Tu dirais que justement, fonctionner comme ça avec le cœur, c'est une des clés de la réussite d'une entreprise. En fait, je pense que si je me souviens pas pourquoi j'ai créé ma société, c'est qu'à un moment, j'ai dû arrêter de me poser des questions et de me dire, allez, c'est bon, stop, j'ai dit que je montais une entreprise, je monte une entreprise, on y va et puis basta. Certaines cérémonies, quand tu en sors, où t'as tellement donné, t'as tellement reçu, que c'est impressionnant en fait. Bonjour Hélène. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon salon pour ce premier podcast de Pionnier, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. On va se tutoyer, tout simplement parce qu'on se connaît. Un peu. Aujourd'hui, je t'accueille principalement pour parler donc de ton entreprise, de ton parcours en entreprise. Tu es créatrice de l'agence événementielle de l'événement dans l'air, officiante de cérémonie laïque et décoratrice de mariage. Tu as aussi fait de l'organisation de mariage à un moment. Oui, tout à fait. Et puis, aujourd'hui, tu as un binôme. C'est tout nouveau dans ton entreprise. Donc, on va refaire le tour un petit peu de tout ce que tu as fait, comment, pourquoi. On va parler de ton début de carrière. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu es arrivée dans cette carrière. Il faut savoir que ça fait 15 ans. Oui, ça fait presque un peu plus que ça même. Depuis 2005-2006 que je suis dans le monde de l'événementiel. Ouais. Et je suis tombée dedans. Tu as fait des études pour ça ? Oui. En fait, j'ai fait au début une licence qu'on appelait licence d'animation, où en fait, on apprenait la gestion de projet, quelle qu'elle soit. Et après, à nous de l'appliquer dans le milieu, dans le secteur qui nous faisait envie. À ce moment-là, je ne savais pas du tout dans quel secteur j'avais envie. Et la plupart des élèves qui étaient avec moi étaient plutôt dans le social, le culturel, ce genre de choses. Ça m'attirait pas plus que ça sur le moment. Et puis, en fait, un jour, une personne s'est présentée pour présenter un stage dans l'événementiel. Et là, révélation, c'était ça que je voulais faire. Oui, parce que c'est pas une vocation à la base. Non, alors après, avec le recul, je pense qu'il y avait quand même quelque chose en moi d'organisation, d'événementiel qui était là, était présent. Mais en même temps, c'est aussi un métier qui n'était pas encore très connu. Donc, difficile d'avoir des études spécialisées. Il n'en existait pas particulièrement à ce moment-là. Donc, difficile de savoir que ça existait et qu'on pouvait faire ce genre de métier-là. D'accord. Donc, en fait, quand tu as commencé, il n'y avait pas encore beaucoup de métiers et d'entreprises dans l'événementiel. Je pense qu'il y en avait, mais ce n'était pas une filière qui était très développée pour l'instant. En tout cas, il n'y avait pas... j'ai mal cherché parce que du coup, je ne m'y intéressais pas, ne connaissant pas les choses. Mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un cursus déjà existant en événementiel, alors qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup dans des facs, des pôles événementiels, vraiment d'apprendre à gérer l'événementiel de A à Z. Oui, c'est plus pointu en fait en termes d'études. Tout à fait. Vraiment, il y a des choses spécialisées pour ça, quoi. Donc, au tout début, moi, de mes études, je n'ai pas trouvé, je ne savais pas que ça existait. Donc, je l'ai appliqué d'une autre façon, moi, dans le monde de l'événementiel. Et c'est après, au fur et à mesure des études, que j'ai découvert qu'il y avait des filières dans ce milieu-là et que j'ai pu m'orienter après dessus. Donc, ça t'a fait combien de temps d'études à peu près ? J'ai un master, donc 5 ans après le bac. Alors, à peu près, en comptant les années de césure ou de redoublement, on les oublie. Mais oui, c'est ça. J'ai fait une licence et un master en événementiel après le bac. Et tu t'es reformée après, au fur et à mesure dans ta carrière ? Oui, quand j'ai fini mon master en événementiel, j'ai surtout, toutes mes études, j'avais surtout appris plutôt dans l'événementiel d'entreprise. J'avais fait tous mes stages dans l'événementiel d'entreprise, dans des grosses sociétés et tout. Et donc, en fait, quand je suis sortie de mes études et que je suis revenue sur Angers, parce que j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai eu envie d'ouvrir l'agence. Mais sauf que je voulais l'ouvrir pas que à l'entreprise, je voulais aussi l'ouvrir aux particuliers. Et alors, le monde du mariage, je ne le connaissais pas du tout. Je ne savais pas s'il y avait une autre approche, s'il fallait fonctionner différemment. Donc, j'avais quand même les bases d'événementiel, mais est-ce qu'elles étaient adaptées ? Donc, je me suis reformée à ce moment-là sur la partie organisatrice de mariage. Et pour découvrir que finalement, le process était à peu près équivalent,
mais qu'il y avait des petites choses, des petites différences sur le fait que ce soit du particulier et que ce soit le plus beau jour de leur vie. Et pourquoi le mariage ? Alors, au départ, juste pour ouvrir et avoir le plus de clients possible. J'ai pas d'autre. Oui. J'ai pas un rêve de petite fille, j'ai pas ce genre de choses. C'était vraiment plus pour ouvrir et appliquer ça. Alors, peut-être qu'il y avait des films qui m'ont marqué ou des choses, ça commençait à venir, on commençait à en entendre un petit peu parler. Mais à ce moment-là, non. Mais c'était pas le rêve de princesse qui t'a incité à... Du tout. Ok. Tu es mariée, Hélène ? Oui. Récemment ? Oui, donc bien après. Oui, ça fait un an, ouais. Tu es mariée et tu es maman. Oui, tout à fait. Ça se passe comment pour toi ? Comment tu arrives à composer entre ta vie de maman et ta vie d'entrepreneur ? De mieux en mieux. Ouais. C'était sport au début ? C'était sport parce que je pense que je ne faisais pas le métier qui était aligné avec moi au fur et à mesure. J'étais encore organisatrice de mariage au moment où ma fille est arrivée. En effet, à ce moment-là, de coupler un peu tout ça, c'était pas simple. Ça me correspondait pas trop. Mais moi, j'ai évolué dans mon entreprise et finalement, j'ai arrêté cette partie organisation. Et aujourd'hui, la partie cérémonie, la partie décoration me permet aussi d'avoir beaucoup plus de temps à la maison, d'être plus sereine, d'être moins sous pression, d'être plus détendue et de pouvoir mieux vivre au quotidien, tout ça. Oui. C'est pas forcément évident de composer, effectivement, j'imagine, dans les tout départs. Enfin, j'imagine, et puis je l'ai vécu aussi, évidemment, en tant qu'entrepreneur et maman de 3 enfants. C'est pas le plus simple de composer. Il y a peut-être même une forme de culpabilité. Tu l'as ressenti, toi, la culpabilité aussi ? Énormément. Et puis, en fait, on nous apprend pas à concilier un peu tout ça ou à nous autoriser à pouvoir concilier tout ça. Oui. Quand j'ai monté la société, alors j'étais jeune et j'étais pas dans la même réflexion, c'est plus avec le recul, mais on avait cette image de, surtout dans le monde de l'événementiel d'entreprise, tu rencontres beaucoup de sociétés, tout ça, beaucoup d'hommes aussi, et du coup, il faut être disponible, il faut pouvoir être là, répondre au tac au tac, il faut avoir une certaine prestance, il faut être crédible, montrer un petit peu des choses un peu plus ancrées. Et à ce moment-là, ça voulait pas dire que... il fallait pas montrer ses faiblesses, quoi. Donc, j'ai mis pas mal d'années, en effet, à comprendre que j'ai pas besoin de jouer un rôle et qu'en fait, la plupart de mes clients sont des clients particuliers, sont des familles avec des enfants, et qu'en fait, ils comprennent tellement que tu peux avoir un imprévu, que tu vas pas très envie de travailler de 18h à 20h parce que tu veux aussi profiter de ton enfant qui sort de l'école, le coucher et tout ça. Donc voilà, après, il faut réussir à trouver l'équilibre pour rester disponible quand même, mais c'est d'autant plus difficile, quoi. C'est une des réalités aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut être performant rapidement et tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait refléter. Je ne sais pas si c'est une vérité, mais on tombe très vite en fait dans ce revers, on va dire, en disant c'est tout de suite maintenant, il faut que j'y arrive, il faut que je tire un salaire immédiatement. Donc en fait, la famille, on la met un peu de côté, parfois trop, et puis après on y va. Donc tu as ressenti ça c'est un toi peu aussi cette image de start-up, entre guillemets, où il faut bosser non-stop, il faut complètement se couper du monde, il faut avancer, alors que ça ne correspond pas à tout le monde. Et tu penses qu'on peut faire autrement ? Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je pense en effet qu'on peut tout à fait autrement. En fait, on a ça prendra peut-être plus de temps. Ouais, oui, mais en fait, on se rend compte que la construction de notre entreprise, parce qu'on va y revenir, on veut souvent tout de suite et que ce soit rapide, mais en réalité, sur toute la construction et le temps qu'on passe dans notre entreprise, il y a énormément de changements. Et des fois, on se rend compte que un peu de temps, regarder les choses, se poser, c'est pas si mal que ça, et préserver notre famille aussi, en fait. Après, je crois que... Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Non, non, c'est sûr. Je te rejoins complètement. Ouais. C'est vraiment un des points qui m'intéresse là aussi, effectivement, à discuter avec toi en tant que femme entrepreneur. C'est le rapport à la famille, à ton enfant, à ton conjoint, et à savoir comment tu arrives à composer. Je sais pas si tu es d'accord pour dire ce que fait ton époux. Mais ton époux, ça me fait drôle maintenant. Et oui, il est régisseur spectacle. Donc lui aussi dans le monde de l'événementiel avec des plannings complètement dans tous les sens. Oui, c'est ça. Il faut prendre rendez-vous pour se voir. Et encore qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile parce qu'en effet, je suis moins partie dans tous les sens.
Mais en effet, lui aussi a des horaires très particulières qui peuvent partir plusieurs jours dans la semaine. Mais à côté de ça, il travaille de la maison pour préparer ses dates. Donc, il peut s'occuper de notre fille sans aucun problème. Il peut être présent très régulièrement pour aller la chercher à l'école. Donc, on arrive à composer petit à petit comme ça. Mais il faut réussir à trouver le rythme. Il faut surtout énormément communiquer et comprendre le métier de l'autre. Parce que, étant donné qu'on soit tous les deux de l'événementiel, je pense que ça a été vraiment une force pour nous. Parce qu'on s'en est jamais voulu de travailler, de finir tard, d'être un peu crevé, pas bien le lendemain d'une prestation parce que tu as tout donné, que ça s'est pas bien passé toujours. Ou même si ça s'est bien passé, tu es épuisé, ça prend énormément d'énergie, d'émotion. Et donc, du coup, on s'en est jamais voulu sur cette partie-là, quoi. Ouais, le fait d'être dans le même domaine, en fait, ça a même préservé quelque chose. Ouais, tout c'est vrai qu'on entend souvent dans le monde de l'entreprise, ça peut... quand on décide d'entreprendre, ça peut créer des scissions entre le conjoint, la conjointe et la personne qui entreprend. C'est pas toujours évident à comprendre. Et il y a toujours cette idée de composition. Alors après, j'espère pouvoir en discuter avec plein d'autres entrepreneurs. Mais ça fait partie des sujets, je pense, primordiaux quand on se lance. Alors quand on est très jeune et qu'effectivement, on n'a pas ses attaches, la famille, etc. Mais ça vient forcément à un moment donné dans la vie de l'entreprise. Et après, moi, j'ai pas connaissance d'outils en particulier. Toi, peut-être que tu as entendu des méthodes. Je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts, etc. De gens qui ont appliqué un certain fonctionnement aussi pour pouvoir mieux respecter l'autre ou sa famille. Je sais pas si... Des outils en particulier, non. Après, ça va plutôt être des outils que moi, je vais m'appliquer à moi au quotidien ou dans l'organisation de l'entreprise pour être la plus productive possible et que quand je rentre à la maison, je puisse couper et être plutôt sereine et ne pas avoir la tête en train de penser à plein d'autres choses. Même si je pense qu'à partir du moment où on vit avec quelqu'un qui a une entreprise, on sait qu'on ne coupera jamais vraiment, en fait. Enfin, même si on n'en parle pas, même si on est pendant 2 heures, 3 heures à faire un jeu de société ou autre, il y a un moment ou l'autre, ça continue de tourner, il y a des idées qui viennent, il y a des remises en question, il y a toujours des choses, en fait. Donc, voilà, quand on vit avec quelqu'un qui est entrepreneur, on le sait, on ne coupera jamais. Il y aura toujours quelque chose en fond. Mais après, c'est à soi de s'organiser de façon à ce que quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Et quand on est en famille, on essaie d'oublier un peu... côté, c'est de laisser le téléphone et l'ordinateur. Ouais, c'est ça, tu coupes. T'arrives à couper ? C'est pas toujours simple. Là, c'est des périodes où moi, c'est des périodes creuses, donc il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus facile pour moi de couper. Après, par contre, quand c'est en pleine saison, en plein été, oui, dès qu'il y a un mail qui arrive, si c'est des mariés, si c'est urgent, il y a toujours... Attends, je fais juste ma réponse et après, ce sera bon. Mais mon conjoint est pareil. Là, c'est plutôt lui le contraire et que lui, il est en pleine session bien chargée. Des fois, c'est difficile de savoir s'il est en train de t'écouter ou s'il est en train de répondre à un email. Mais voilà, après, on sait ce que c'est. On est tous les deux à comprendre cette partie-là, quoi. Ouais, c'est quand même drôlement confortable. Je pense effectivement que vous soyez dans le même milieu tous les deux. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les cérémonies laïques et que tu nous racontes. Moi, je connais très bien les cérémonies laïques, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, une cérémonie laïque ? C'est très différent pour chacun. Une cérémonie laïque, ça reste de façon générale un moment intime, fort, puissant. C'est souvent le point d'orgue d'un mariage. En fait, c'est une cérémonie qu'on crée complètement de toutes pièces pour toutes les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas passer par les étapes religieuses et qui ont quand même envie d'avoir quelque chose de symbolique, de fort, qui représentent leur union, leur amour, en plus de la mairie qui est quand même, au-delà du fait que c'est obligatoire, etc., et officiel, qui reste très rapide et très factuel, même si ça apporte de l'émotion quand même, j'en suis la première surprise. Mais souvent, dans la journée, il peut manquer un peu cette partie... oui, c'est ça, ce partage avec tout le monde, cette union de 2 personnes. Et donc, on va créer toute une cérémonie, toute une ambiance pour célébrer cet amour. Donc, on raconte un petit peu leur vie, on raconte qui ils sont, on raconte ce qu'ils s'apportent l'un l'autre, ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. On peut y inclure la famille, on peut y inclure les invités, on peut y inclure les enfants. Et c'est cette idée de célébrer l'union, de mettre en avant le couple, même s'ils n'aiment pas ça, mais mettre en avant le couple, de leur union, leur amour, et se rappeler que l'essentiel,
d'un mariage, de la journée de mariage, c'est pas de faire la fête. Alors, c'est une très bonne partie, mais que l'essentiel, ça reste quand même de s'unir, de s'engager l'un avec l'autre, quoi. Et est-ce que du coup, parce que tu disais qu'il n'y a pas que le mariage en fait dans la cérémonie laïque, on peut faire plein de cérémonies différentes pour des étapes de vie différentes. Ouais, Je sais que tu as envie d'aller aussi vers ça prochainement pour ton entreprise, pour faire d'autres choses, explorer d'autres choses. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est surtout sur un moment de vie à célébrer. Donc, en fait, que ce soit un mariage, un anniversaire, une fin de vie, peu importe, en fait, on a des fois besoin de faire transmettre des messages à l'autre, de rendre le moment symbolique, de rendre le moment fort. Et donc, ça peut passer aussi par des cérémonies informelles comme celle-là, mais qui apportent une symbolique forte sur le moment, quoi. Est-ce qu'il y a des modes que tu dois suivre? Alors, des tendances, tu vois, dans le mariage, dans la cérémonie, des trucs, vraiment des modes. Tu te dis, de toute façon, je suis obligée de suivre ce truc-là. Oui et non. Alors, il y a des tendances, il y a des modes. Et en fait, de baigner dedans, il y a toujours des nouvelles choses dont on a envie de mettre en place parce que on en a un peu marre des fois de voir toujours les mêmes rituels ou de voir les mêmes gestes. Donc, on est à l'affût un peu de tout ce qui existe, tout ce qui se fait de nouveau pour pouvoir le proposer aux mariés. Après, je dirais qu'en soi, c'est pas le plus important parce qu'une cérémonie laïque, on la crée en fonction d'un couple, en fonction de leur histoire, en fonction de qui ils sont. Et donc, on peut pas juste leur mettre une tendance devant les yeux si ça leur correspond pas, en fait. On va pas faire un geste pour un geste, on va pas inventer quelque chose si ça leur parle pas, si ça correspond pas à leur histoire. Et toi, tu essayes toujours d'emmener les personnes vers leur unicité, vers le fait qu'ils soient... Dans la mesure du possible, ouais. On essaye. Ils sont pas comme les autres, donc de toute façon, on va faire un truc c'est ça. Sur mesure, à votre image. On peut pas copier une cérémonie de l'une à l'autre, en fait, parce que les intentions sont pas les mêmes, leur histoire n'est pas la même, la symbolique qu'ils mettent dans la cérémonie n'est pas la même. Donc, à chaque fois, on se réinvente et on trouve de nouvelles choses. Et alors, je mets les pieds dans le plat, mais du coup, ça peut être d'un point de vue juste business intéressant, en fait, de créer toujours la même chose. Toi, quelque part, tu proposes des offres qui sont à peu près toujours les mêmes, mais tu apportes toujours ta touche unique à chaque cérémonie, à chaque étape avec tes... Ah oui, parce que en effet, avec l'expérience et la force de faire des cérémonies, le process reste le même. L'accompagnement sera le même pour tous. Il y a des questionnaires à remplir, il y a des rendez-vous à faire, des rencontres, etc. Mais par contre, ça, c'est ce que moi, je leur donne quand ils arrivent me voir. Mais ce que je vais recevoir va être tellement différent des réponses de questionnaires, de ce qu'eux vont me transmettre, de ce qu'ils ont envie d'avoir dans la cérémonie. Chaque couple, ça va être différent. Donc, je ne peux pas répondre ensuite de la même façon sur l'écriture, sur la réalisation de la cérémonie. Donc, en effet, le package de base, on va dire, est le même. Mais après, bien sûr, on est obligé de personnaliser complètement en fonction de chacun. Alors, des fois, quand tu retrouves les mêmes rituels plusieurs fois et que tu as trouvé la bonne formulation, y a des petites choses qu'on peut retrouver, qui peuvent se ressembler d'une cérémonie à l'autre. Mais ça reste à la marge, c'est pas... Et dans ta décoration, puisque ça fait partie de tes offres aussi, dans ta décoration, c'est pareil. Tu vas jamais rester enfermé dans un modèle précis. Non, on essaye même d'en sortir. Mais malheureusement, les tendances font que c'est plutôt les mariés qui aiment bien rester dans le modèle. En fait, la tendance, elle va jouer plutôt sur ton offre décoration. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce qu'ils sont... les mariés, inconsciemment, comme tout le monde, suivent un peu les modes, les envies, l'art contemporain, enfin tout ce qui existe autour en fait et s'imprègne de tout ça. Donc en fait on sent bien que quand il y a une couleur tendance pour une année, on va avoir la répercussion, pardon, sur la récupération. La répercussion, on va l'avoir sur 2-3 ans après parce que le temps qu'elle s'intègre, qu'il y a des premiers qui essayent, qui osent et puis petit à petit tout le monde va le faire. On a eu du champêtre pendant des années et des années. Là, on est en plein dans le terracotta, la pampa et tout ça. Bon, nous, on aimerait bien aussi qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Donc, on est là pour montrer tout ce qui existe et tout ce qu'on peut faire. Après, ça reste leur choix et leur histoire. Une grosse tendance du disco, là, si j'ai bien compris. Le disco, ouais, le disco, là, depuis l'année dernière, je pense que c'était la grosse tendance l'année dernière. Mais du coup, le temps que les tendances fassent le tour un peu de tout le monde. Mais oui, les boules disco, là, c'est à fond. Mais ce qui vient en ce moment le plus, c'est quand même ce côté pep, ce côté dynamique, de la couleur.
voilà, on a envie de respirer, on a envie d'exploser et de faire plein de choses qui sortent de l'ordinaire, quoi, de sortir du cadre un peu. Donc, du coup, tu es accompagnée maintenant par Émilie. Ouais. Elle va pas s'occuper de la partie décoration. Non, pas du tout. Juste, elle t'épaule, on va dire, et c'est un vrai binôme, quoi. C'est-à-dire qu'elle va aussi faire des cérémonies laïques. Tout à fait. Elle est complètement autonome vis-à-vis de ça. Complètement. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, à vouloir accueillir une nouvelle personne dans ton bébé de plus de 15 ans, du coup? Alors, je ne l'ai pas cherché, en fait. J'ai pas cherché à vouloir agrandir. Ça s'est imposé à moi. On va plutôt dire ça dans l'autre sens. C'est un peu le hasard des rencontres et les échanges qu'on a pu faire. Émilie est une de mes anciennes mariées, donc je crois que je travaille que avec mes anciennes mariées. Émilie est une de mes anciennes mariées et en fait, l'accompagnement, quand on s'est rencontrés et quand je les ai accompagnées pour leur mariage, il s'est passé quelque chose. Il y a un petit lien qui s'est créé. Alors, petit, voilà. Très bien. Voilà. Je pense qu'elle serait en train de rire, sinon. Mais en fait, alors, je dis quand même un petit lien parce que tout ce moment de préparation, eh ben, tu vois, il y avait encore ce côté je suis dans l'entreprise, ce sont mes mariés. Donc, je dois être dans un rôle où je ne vais pas casser... T'as pas lâché prise au départ? Non, quoi. Non, parce que je suis l'officiante, ils sont les mariés, je les accompagne et il y a un lien qui se crée et c'est ce que je cherche à créer tout le temps. Mais de là à aller donner de l'intime, donner du personnel, bon, il y avait encore la limite. Bon, bah aujourd'hui, plus du tout, parce qu'on m'a forcé à casser un peu cette barrière. Et une fois que le mariage était passé aussi, ça permettait d'aborder aussi une autre relation et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de nos échanges, ça s'est imposé à moi que je la voyais tellement bien dans ce rôle-là. Elle savait comment je travaillais, elle a été accompagnée par moi. Et puis, on a des valeurs communes, on a des rythmes de vie communs, on a plein de choses qui, en fait, se rassemblaient, se reliaient. Et ce qui fait que c'était devenu une évidence qu'elle aussi devait officier. Donc, et j'ai rien eu besoin de lui apprendre. Donc, c'est un coup de cœur, c'est pas un besoin d'expansion ou une nécessité d'employer quelqu'un, etc. C'est vraiment le cœur qui parle. Mais comme dans l'ensemble de ton entreprise, exactement. En fait, tu as quand même fonctionné globalement avec passion. Voilà, tu as on va dire, le maître mot de ton entreprise, c'est aussi l'authenticité et l'émotion. En fait, tu as basé tout à fait. toute ta carrière d'entreprise sur l'émotion. C'est quand même exceptionnel. Tu le vis bien, toi? Alors oui, mieux depuis quelques années, parce que les premières années, je me rendais pas compte de tout ça. Et j'étais pas dans cette démarche d'aller aussi loin dans l'authenticité, dans l'émotion. Mais depuis quelques années, oui, c'est beaucoup plus ancré et plus fort et ça devient plus naturel de faire ça et d'être vraiment dans l'émotion et de chercher ça dans chaque rencontre. Mais c'est épuisant. Mais tu as dû te sentir dépassée à certains moments, non? Il y a certaines cérémonies quand tu en sors où t'as tellement donné, t'as tellement reçu. C'est impressionnant en fait, il se passe des choses, il y a des liens qui se créent, il y a des moments suspendus qui se mettent en place que tu t'envisages parfois parce que tu sens bien qu'il se passe quelque chose mais que des fois tu te prends en pleine figure et que la redescente n'est pas toujours facile, qu'il faut réussir à se reposer, se ressouffler, mais c'est tellement bon. Oui, mais tu as besoin de te retirer toi après ces moments-là? T'as besoin de, voilà, je sais pas, tu pars à la campagne ou au bord de la mer? Alors, le bord de la mer, j'aimerais bien, parce que c'est vraiment quelque chose de ressourçant chez moi, mais ne serait-ce que rien que de rentrer chez moi et d'avoir ma famille, mon cocon, en fait. Rien que ça me ressource, parce que eux n'ont pas été au mariage, n'ont pas vécu ces émotions-là. Et puis, il faut s'occuper du quotidien, de la vie ensemble. Donc, tout de suite, ça te ramène sur Terre, il n'y a pas de problème. Mais non, j'en ai besoin, en effet. D'une part, je reste pas sur les mariages parce que c'est leur fête, c'est leur histoire et qu'ils ont tous leurs invités et qu'ils vont en profiter, eux, de leur côté. J'ai vécu un beau moment avec eux, un moment incroyable au moment de cette cérémonie. Après, je me retire et je le laisse faire. Et puis, moi, j'ai besoin aussi de redescendre, en effet, parce que la semaine d'après, il y en a un autre à accompagner et à remonter en émotion. Donc, oui, c'est ça. Ça te demande du temps entre chaque mariage pour récupérer? Ça va, la semaine convient très bien. Après, ça dépend de certains mariages aussi. Quand l'émotion est montée très très haut, c'est pas toujours simple de redescendre. Mais en général, ça se passe pas trop mal, puisque
se passe quelque chose entre chaque couple. Donc, J'en profite, je vais chercher la petite bête, mais tu as eu des déceptions vis-à-vis de mariage. J'imagine que des fois, tu projettes un mariage incroyable parce qu'il y a un super feeling, etc. Tu as eu des déceptions en termes d'émotions? J'irais peut-être pas jusqu'à déception, mais en effet, il y en a certains où je m'attendais. En fait, sur une journée, j'avais 2 cérémonies l'une après l'autre. Et en fait, il y en a une, la première, je me suis dit, ouais, il y a un lien qui s'est créé, mais bon, voilà, c'est chouette, on s'entend bien, mais je suis pas... Enfin, on verra, la cérémonie va être sympa, mais voilà. Et je savais que le deuxième, par contre, il y avait un lien très fort qui s'était créé et que j'attendais beaucoup d'émotions sur celle-là. Et en fait, je me suis fait complètement cueillir sur la première le matin, complètement surprendre par l'émotion des mariés et puis par la ferveur de tous les invités qui étaient là. Et puis finalement, la deuxième, c'était beau, c'était chouette, mais je les ai accompagnés comme il fallait. Mais après, c'est moi, mes émotions. J'ai pas eu les mêmes sensations qu'avec les autres, quoi. Donc peut-être que j'avais trop d'attentes, je ne sais pas, je ne saurais pas. C'est quoi ton rapport avec les mariés après ces expériences, après ces mariages? Alors ça, j'ai pas encore trop creusé. C'est quelque chose que je voudrais vraiment développer un peu plus parce qu'en effet, une fois que le mariage est passé, bim, ça y est, c'est fini, on se voit plus. Donc il manque quelque chose parfois. Après, j'ai certains mariés qui, à l'inverse, c'est eux qui reviennent vers moi. Et ouais, c'est ça, et qui font c'était chouette quand même, on pourrait peut-être se revoir. Et en fait, toi, t'es dans ta saison, et puis tu dois enchaîner avec l'année suivante. Donc, c'est pas toujours facile de prendre le recul. Et puis, je me souviens de ma formation quand je m'étais reformée quelques années plus tard à la cérémonie où mon formateur m'avait dit malheureusement, vous pourrez pas être amis avec tout le monde. Oui, et du coup, c'est dur. Oui, mais on laisse passer des couples sûrement avec qui il y avait quelque chose qui se passerait, mais oui, les feelings. Après, effectivement, ça reste ça reste ton travail en fait. C'est ça. Et c'est là où l'affect, parce qu'on a bien compris que tu étais quand même une personne très émotive. Je vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas pleuré encore jusqu'à maintenant. Tout va bien. Ça va venir. Et j'ai peur avec toi. Non, j'ai été mignonne. Après, je dis pas que de fait, on va pas se laisser porter vers quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout l'objectif. Je suis pas sadique. Pas tout le temps. Mais oui, en effet, les relations sont différentes avec chacun. Et puis, en effet, c'est mon travail. Donc, comme je disais avec Émile, il y a une certaine distance que je mets un petit peu obligatoirement, même si je leur dis toujours, moi, j'en apprends énormément sur vous. Vous allez me raconter plein de choses. Donc, si vous avez des questions sur moi, n'hésitez pas. Mais souvent, ils osent pas quand même. Et puis, ils rentrent pas dans ma sphère intime. Donc, difficile aussi pour eux de tâter un peu le truc. Et après un mariage, certains m'ont réinvité à manger, mais en invitant mon mari ou en invitant ma fille. Mais même mon mari, il sait pas trop où se mettre parce qu'en fait, moi, je connais tout des mariés. Lui, il les connaît pas du tout. Enfin, c'est pas la même relation que quand un couple rencontre un autre couple ou quand. Donc, du coup, c'est parfois difficile de garder le lien sur des moments plus informels après le mariage. Et donc, tu as envie de développer ça? Alors, pas obligatoirement avec mon mari parce que le pauvre, il va pas avoir le temps de tout faire. Mais plutôt d'essayer de garder ce lien, de garder cette petite communauté qui s'est créée en même temps. Alors, entre guillemets, je suis le trait d'union entre tous ces gens-là, en fait. Donc, j'ai envie, en effet, ceux qui ont envie, ceux qui le souhaitent, de temps en temps, de s'organiser des moments, de se revoir, de partager des instants ensemble, quoi. La prochaine question n'est pas du tout prévue, mais ça tombe parfaitement. À part moi, tu as eu d'autres divorcés? Oui. Ça te fait quoi, toi? Alors, ça dépend des couples. Ça y est, j'arrive dessus. Ah non. Alors moi, ça va. J'allais dire, pour toi, ça n'a pas été simple. Ouais. Quand j'ai appris pour toi, parce qu'il s'était passé quand même quelque chose dans votre couple, dans votre relation avec moi ce jour-là. Et puis, c'est un beau souvenir quand même, votre mariage. Toi aussi, tu as dit que c'était un beau souvenir, donc c'est bon. C'est bon, j'ai le droit de le dire. Ah oui, mais d'autres... Divorcé, mais mariage réussi en soi. C'était une fête exceptionnelle. Grâce à ton aide, c'était incroyable. Oui. Et d'autres où, du coup, le lien s'est pas fait de la même façon. Ou alors, parce que c'était
en fait, les divorcés dont je suis au courant aujourd'hui, parce qu'il y en a peut-être d'autres où je ne suis pas au courant, c'est que des personnes que je n'ai pas accompagnées en cérémonie. D'accord, c'était la déco. La déco ou à l'époque l'organisation du mariage. Donc en fait, dans ces prestations-là, il y a beaucoup moins d'affect, il y a beaucoup moins d'émotions, même si dans la déco, j'essaye de l'intégrer de plus en plus, parce que je trouve que c'est important quand même. Et donc, du coup, les autres personnes, je sais, qui ont divorcé, j'étais dans l'organisation ou dans... C'est triste parce qu'en effet, on a passé du temps et on s'est investi dans ce mariage-là. Mais bon, après, j'ai plus de lien avec ces personnes-là, j'ai pas de relation particulièrement. S'ils sont mieux comme ça, ils sont mieux comme ça. Un peu l'ange gardien, finalement, des... En cérémonie. Mariez-vous, vous ne divorcerez pas. Laissez-moi faire votre cérémonie, Lali. Je vous assure que la divorce. Par contre, la déco... Je ne sais pas si ça peut être un argument de vente. On ne fait pas du tout un argument de vente, on est d'accord. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tu as arrêté donc l'organisation. C'est intéressant parce que c'est un... Je sais, donc je peux le dire, que tu étais douée dans ce domaine-là et que c'était vraiment un pour lequel tu étais appelée. J'adorais ça. Qu'est-ce qui t'a incité à arrêter ce produit qui fonctionnait, cette offre qui fonctionnait? Ça me correspondait plus. En fait, alors, j'adorais ça, mais j'adorais les jours J, en fait. J'adorais l'adrénaline de courir partout, de s'assurer que tout le monde était bien, d'avoir les petites oreilles qui traînent, d'être les petites mains. Ça, j'adorais. Mais que ce soit en événementiel pro ou particulier, ça, c'est des choses que j'ai toujours aimé faire. Par contre, en amont, accompagner les mariés pendant 2 ans sur de la recherche de prestataires, sur cette responsabilité des prestataires, sur être hyper carré dans un process et tout, je m'y retrouvais moins dans cette partie-là. Et en fait, je me suis retrouvée souvent en retard ou voilà, parce que ça me correspond. Alors qu'aujourd'hui, les process, j'arrive très bien à en mettre sur la cérémonie, la déco, mais je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage avec l'organisation. Parce qu'il y a plus la passion, vraiment. En fait. Oui, il y avait plus la passion. Et puis, en fait, il y a tellement de choses à voir où j'avais l'impression de peut-être pas maîtriser toutes les étapes. Et puis, au fur et à mesure, en fait, parce que quand moi, j'ai commencé il y a 12 ans, il n'y avait pas encore énormément d'organisatrices sur le secteur. Il y en avait un peu, mais pas énormément. Et en fait, j'en ai vu arriver, avec qui je m'entends très, très bien et qu'on a un très bon terme. Et quand je voyais tout le process, tous les outils qu'elle mettait en place, tous les trucs super chouettes, que les mariés se sentaient super détendus et tout, je dis « Oh là là là, j'ai même pas envie en fait. » C'est ça. D'une part, ça ne me plaisait pas, j'y étais pas. Et je me suis rendu compte que j'avais pas l'envie de progresser pour le faire. Donc je me suis dit à ce moment-là, en fait, si même moi, j'ai pas envie d'aller m'améliorer sur cette partie-là, c'est que ça me correspond plus et il y a quelque chose qui manque. Donc petit à petit, j'ai lâché cette partie-là qui me stressait et qui m'apportait une pression, en effet, en plus, qui n'était pas très agréable. Et après, je les ai faits et j'ai toujours adoré. Et j'ai fini en beauté avec un super beau mariage incroyable. Donc, je dis, bon, non, je suis bien. Et même ce jour-là, en effet, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu arrêtes? C'est vraiment génial ce que tu fais. Oui, mais ça me correspond. Ça a été encensé, même sur ce dernier mariage. Mais tant mieux, c'était une belle fin. Oui. Et c'est vrai que comme ça. On entend souvent, là, toi, c'est pas un produit en tant que tel, on ne parle pas de marchandise, on parle vraiment d'une offre, mais qui fonctionnait. C'est toujours difficile, en fait, de devoir laisser, et souvent, c'est une question de passion. Alors après, quand on parle de produit en soi, en général, il y a une question de chiffre derrière, ce qui s'explique tout à fait, même si tu aimes ton produit, il n'y a pas de souci. Mais toi, là, c'était juste le cœur, quoi. Ça marchait plus. Ouais, c'est ça. Je m'y retrouvais plus. Et puis, je sentais bien, en fait, que je n'apportais pas de valeur ajoutée aux mariés. Enfin, j'étais pas... Alors, c'est sûrement mon regard, moi, de la perfection et de la réalisation des choses. Mais je trouvais qu'il y en avait tellement d'autres qui apportaient tellement plus de choses que j'étais pas à la hauteur J'y arrivais très bien le jour J à tout gérer. Mais en amont, j'étais pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient attendre pour qu'ils soient détendus, en confiance ou quoi que ce soit. Tu dirais que justement, fonctionner comme ça avec le cœur, c'est une des clés de la réussite d'une entreprise ou d'un produit en entreprise? Alors, je pense que ça aide beaucoup. Après, il n'y a pas que ça. Ça reste du business. Et à un moment, il faut quand même qu'il y ait de l'argent, il y ait des choses qui transmettent. Il y a un moment, il faut payer quand même une prestation, il y a un budget, donc
quand même ne pas l'oublier. Après, plus tu vas travailler avec le cœur, plus tu vas réussir à vendre ça aux gens parce que du coup, tu vas transmettre ta passion et ça va se ressentir. Plus tu vas être avec le cœur, plus ça va se ressentir pour les gens et plus ils vont avoir envie de travailler avec toi. Mais on ne peut pas oublier quand même que le nerf de la guerre, c'est l'argent et qu'il faut acheter des prestations. Oui, et puis il faut que les prestations soient carrées derrière. C'est ça, exactement. Tu peux pas juste vendre un nom sur un papier qui est joli, quoi. Ça marche pas ou alors tu restes pas. Mais je suis quand même convaincue qu'effectivement, chaque projet que tu construises... C'est pas cool, je tape sur le micro. Mais sur ton cœur. Hein. Chaque projet... Oui. Chaque projet que tu construis, quand il est fait avec justement cette passion et ce cœur-là, il est quand même plutôt voué à fonctionner. Ça veut pas dire que... Mais c'est une bonne base, quoi. Ah oui, c'est une bonne base. Et puis, si tu fais juste le truc business pour business, moi, je suis pas convaincue que ce soit... Non, c'est pour ça que c'est une partie qu'il faut pas oublier. Ouais. Mais il y a pas que ça. Après, aujourd'hui, moi, c'est vrai que mais parce qu'il y a plusieurs années maintenant que j'ai un peu plus de recul et qu'il arrive à un certain moment où on peut, entre guillemets, avoir le luxe de dire non à certains projets. Et donc, pouvoir se dire, bah non, celui-là, il ne me parle pas, le cœur, il ne vibre pas quand j'ai ce projet-là. Bah, je préfère dire non et aller sur un qui me fait vibrer et qui me donne envie et qui va aller plus loin. Mais parce que j'arrive aussi à un stade où je peux me permettre de laisser de côté certains projets pour aller vers d'autres, parce que plus de confort, l'expérience, etc. C'est quoi, justement, tes projets, là? Oh, la liste est beaucoup trop longue. Celui qui te tient le plus à cœur, ou après, ça peut être dans l'ensemble, mais tu continues à construire des projets, même après 15 ans d'entreprise. C'est un truc qui te... Alors, ça, c'est un truc qui est propre à tous les entrepreneurs, je dirais, ou en tout cas qu'il faut s'y attendre, la remise en question perpétuelle. Tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, mais ça, c'est épuisant, mais ce sera tout le temps. Tout le temps. Même quand tu vois que tu as l'impression que quelqu'un est installé, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une artiste qui avait l'impression de partir un peu dans tous les sens et qui, non mais toi Hélène, c'est structuré et tout. J'ai, oh là là, attends, mais moi aussi je me remets en question, moi aussi je me pose, j'ai des doutes toutes les semaines. En fait, on est comme ça, en fait. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on va avoir des hauts et des bas toutes les semaines. Et puis, il va y avoir des moments où ça va être l'euphorie, ça va être trop chouette. Puis des moments où on va être complètement down parce qu'il n'y a plus personne qui appelle ou parce qu'il n'y a plus de demande ou quoi que ce soit. Mais ça ne se réglera jamais. Parce que si c'est pas ça, si c'est pas le manque de clients à un moment, ce sera un autre projet, ce sera un autre aspect qui va nous faire nous remettre en question. Ouais. Donc ça, il y en a tout le temps. Après, sur les projets, que Émilie ait aussi son calendrier bien rempli, qu'on soit toutes les deux bien implantées dans nos plannings, dans notre secteur, etc. Que la décoration reprenne aussi un peu beaucoup plus de place, parce que j'ai aussi maintenant le local avec la location de décoration, donc j'ai envie aussi que ça vive, qu'il y ait des choses qui bougent sur ces parties-là. Les projets, il y en a plein. Il y a en effet la liste de communauté un peu avec tous les anciens mariés. Voilà, il y a plein de choses. Plein de projets. Mais il y en aurait encore 1000, si tu veux. Et toutes les semaines, il y en a un nouveau qui apparaît. Donc, tu as eu des bas très bas, toi, dans ton entreprise? Alors, oui. J'ai eu des bas. Après... T'as jamais connu une grosse catastrophe où tu te disais, non, franchement, de toute façon, j'arrête et je passe à autre chose? Ça fait 15 ans, donc ouais. Que non. Je suis pas allée jusqu'à avoir peut-être les toutes premières années parce que dans l'événementiel, surtout dans le monde du mariage, t'as pas des clients tout de suite, et puis quand ils te signent, c'est pour un an et demi après, donc financièrement, faut réussir à tenir, mais j'ai jamais eu sinon de moment où je me dis c'est bon, j'arrête, je mets la clé sous la porte. Je suis jamais allée jusque là. Après, oui, il y a obligatoirement des difficultés, des questionnements financiers, est-ce que ça vaut le coup pour tout le temps que j'y passe, ce que je reçois, enfin, voilà, il y a des moments plus durs que d'autres, ouais. Même au bout de 15 ans. Et des hauts très hauts, t'en as connu aussi? Oui. Et puis ça va, il y en a d'autres à venir encore. Ben oui, mais je te le souhaite. J'aime bien, oui, je te le souhaite. Mais c'est naturel, en fait, c'est la question en doute. Quand tu dis ça. J'aimerais bien que tu me racontes si tu as eu
des anecdotes en particulier, justement, dans l'entreprise? Bon, tu sais bien, on est tous friands d'anecdotes. Ah, mais tous. Et en fait, je sais jamais quoi répondre. Pour être complètement transparent, je m'occupe donc de ta communication sur les réseaux. Et en l'occurrence, on avait longuement discuté des anecdotes, à quel point ça fonctionnait, parce que c'est le cœur de ton métier, en fait. C'est ce que tu vis, à l'émotion et à tout. C'est ça. Et c'est vrai que ça marche très, très bien. Oui, mais quand on me pose la question comme ça, est-ce que tu as eu des moments farfelus, des choses, j'ai jamais rien qui me vient. Après, quand on a repris couple par couple, bon, il y avait toujours quelque chose à raconter, en fait. Mais de là... T'as failli le truc de dingue. Le truc... alors, si, dans les trucs les plus dingues, j'ai eu l'alliance qui est tombée dans l'herbe. Christina regardera peut-être. Où du coup, on a cherché pendant 10 minutes l'alliance au moment de l'échange des alliances. D'accord, petit stress. Petit stress, ouais, petit stress. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cérémonie qu'on n'a pas pu faire sur la plage parce que la marée est montée trop vite et trop haut et pas à la bonne heure et tout ça. Enfin bon, bref, rapatriement d'un coup. On a eu la Donc, mariage pas annulé pour rassurer tout le monde. Non, Mariage pas annulé. Mariage pas annulé. Mariage même, mais pas du tout comme prévu. Pas du tout. Mais du coup, des mariés hyper heureux et hyper contents parce que du coup, on a pu réagir et rebondir. Alors, c'est là où, pour le coup, je ne fais plus d'organisation de mariage, mais par contre, ça me sert tout le temps. Tu sais rebondir. Je sais rebondir, je sais réagir. Et même dans l'accompagnement des mariés, je vais plus loin que la cérémonie. Je leur demande comment ils ont prévu d'organiser leur journée. Je leur donne des petits tips, des conseils dans le timing, dans comment prévoir les choses parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, en fait, j'ai toujours ce petit côté quand même de... Ça t'a servi et ça te sert. Tout à fait. Et puis, puis, en effet, le jour J, pour réagir, trouver une solution, avec mon mari, on est tous les deux dans l'événementiel. Et en effet, c'est cette idée de... On s'en fout, d'où vient la faute, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? On réagit, on fait, on trouve une solution. On verra après le reste. Et ça, c'est resté, en fait. Il y a toujours... Donc, il y a le moindre souci, on trouve une solution, le reste, on verra après, quoi. Mais justement, tu fonctionnes un peu comme ça aussi pour ta propre entreprise, non? Oui, mais un peu trop, du coup. Veux-tu dire que tu es un peu contrôlante? Non, pas contrôlante. Enfin, peut-être que si, mais ça, je suis seule à la barre. Donc, en fait, obligatoirement, je suis obligée de contrôler. Mais c'est que des fois, c'est un peu, voire un peu trop. C'est que du coup, il se passe un truc, tu veux réagir. Mais du coup, tu réagis peut-être pas de la bonne façon. Alors que sur l'entreprise, on est plus sur des choses quand même à installer sur du long terme. Pour que ça ait le temps de s'installer, que tu sois à l'aise avec ça, que tu aies eu le temps de réfléchir, de bien construire ton projet, et non pas juste je fais un truc et je le lance. Enfin, ça, voilà. Oui, t'es quand même beaucoup dans la réflexion. Oui. Il y a des gens qui sont un peu plus sanguins, un peu plus... Oui. Toi, tu vas... Mais ça contrebalance, tu vois, avec le métier. Dans le métier, dans l'exécutif, dans la réaction, mais dans la stratégie d'entreprise, je suis beaucoup plus en Je vais voir que ça t'a servi. Oui, du coup, ça m'a permis... Peut-être que c'est aussi pour ça que je suis encore là au bout de 12 ans, parce que du coup, il y a de la réflexion et de la remise en question de tout ça. Après, il y a des fois, il faut y aller, il faut oser, il faut avancer, mais il y a juste un milieu à trouver pour tout. Et tu t'entoures, du coup, tu travailles pas seule. Je sais qu'à un moment donné, donc tu as commencé ton entreprise. Là, on va aller un peu plus vers le sujet de la communication, mais en fait, la communication visuelle aussi, de l'image, en tout cas, de ton entreprise. Tu as commencé avec un logo, tu l'as changé, le site internet a bougé. Et en fait, tu t'es entourée aussi, tu n'es pas restée seule. Il y a toujours cette question, quand on démarre, parce que le statut de ton entreprise, c'est quoi? SARL. J'ai toujours été en SARL. Dès le départ? Dès le départ. Alors après, il y en a qui commencent avec un statut d'auto-entrepreneur, etc., puis qui vont changer au fur et à mesure. Ça, c'est assez fréquent. Et en fait, on voit à quel point on évolue et on change. Toi, tu l'as fait, ça. T'es passé par ta premier logo, premier site, première identité. Et puis, en fait, t'as beaucoup évolué. Et à tel point que cette évolution était bénéfique, vraiment indispensable, parce que il m'arrive des fois de pas me dire que je suis créée depuis 12 ans, mais depuis que j'ai le nouveau logo. Ah oui. Parce qu'en fait, ça a été vraiment un renouveau, un nouveau souffle pour moi. Et quand j'ai changé en 2019, ça traînait déjà depuis un moment. Je pense que la naissance de ma fille, 2017, a déjà stylé un petit peu le truc. Mais en fait, 2019, quand j'ai changé le logo, j'ai eu l'impression de prendre possession, vraiment, de choisir par moi-même tous les aspects de ma société.
cette impression un peu que les premières années, soit je vivotais ou je me remets... Enfin bon, bref, voilà. Mais à partir de 2019, oui, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé où j'avais envie de changer de logo, changer d'identité, reconstruire un peu tout ça, commencer à mettre de côté, en effet, c'est l'année où j'ai commencé à arrêter l'organisation. Donc, il y avait vraiment quelque chose à mettre en place, que moi, je sois maître de tout ça et que je reprenne vraiment en main. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est l'année où j'ai rencontré Émilie. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, C'était un vrai départ, ouais. un nouveau départ. Exactement. Ouais. Et ta première identité visuelle, tu l'as faite faire par un professionnel ou tu as fait plein de gens toute seule? J'avais fait faire par une graphiste avec qui je travaillais sur Paris à l'époque, qui m'avait fait un petit logo comme ça assez rapidement, mais qui me correspond finalement avec le recul, qui me correspondait pas particulièrement parce que ça parlait, fallait que ça parle autant aux entreprises qu'aux particuliers. Il fallait que ça montre quelque chose d'assez austère, carré, professionnel. Alors que c'était pas du tout finalement moi, quoi. Et on pouvait pas plaire à tout le monde et on pouvait pas toucher tout le monde en même temps. Donc voilà, je le regrette pas, même si je peux plus le voir en peinture. Mais rouge et noir, il me semble. Oui, rouge et noir, ouais. Oui. Donc je peux plus le voir aujourd'hui. Dès que je le revois, je fais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais comment? Mais bon, voilà. Et donc à l'époque, je me suis fait accompagner pour une graphiste pour ça. Mais après le reste, j'ai tout fait par moi-même. Et t'as gardé le même nom? Oui. Oui, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai gardé. Oh bah ça, moi je pense qu'au bout de 15 ans... Oui, bah il est trop tard pour le changer. Non, c'est pas ça. Il est un peu long, je trouve. Mais bon, écoutez, maintenant je me suis faite... Ah ouais, ça, tu le remets en question, c'est rigolo. Ah oui, mais alors je le changerai pas. Ouais. Enfin, maintenant c'est fait, et puis ce sera pas Non, bien. parce que c'est un vrai nom aujourd'hui, tu vas voir. Ça oui, mais oui. Peut-être. Bonne opération, au contraire. D'accord. Garder le même nom. Ok. Ah, Mais non, pour répondre à ta première question, au tout début, j'ai fait principalement par moi-même parce que aussi que tu es financier et que tu débutes et voilà. Et puis petit à petit, en fait, tu te rends compte que les autres font tellement mieux que toi parce que tu peux pas être pro sur tout. Alors certes, ça coûte un peu d'argent, donc on y va petit à petit, on confie petit à petit les choses. Mais en fait, c'est d'une part un gain de temps, un confort et puis c'est beaucoup mieux fait que si c'était moi. Justement, c'est difficile, je pense, en tant qu'entrepreneur, de confier des petits bouts de son bébé au départ à d'autres professionnels. Aujourd'hui, plus on grandit dans l'entreprise, plus on se rend compte de cette nécessité et à quel point, au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est difficile au départ. Ce qui m'emmène sur le fameux ego de l'entrepreneur. Et je t'en ai parlé. Voilà, la discussion va être longue. Non, mais l'idée, c'est est-ce que cet ego sert ou dessert plus qu'autre chose? Qu'est-ce que ça apporte réellement, cet ego-là? Alors, je crois qu'on n'a pas particulièrement la même définition de l'ego, mais... Vas-y, donne-moi la tienne. Non, mais... Donne-moi ton ego. Je ne saurais pas le définir particulièrement, mais je sais que... Je pense que chaque entrepreneur a un minimum d'ego et il lui en faut un minimum parce qu'on est amené au quotidien à parler de soi, à échanger, à discuter. Alors, il faut aussi les entendre et écouter ce que disent les autres, mais on est là pour se vendre en fait, on est là pour se montrer, on est là. Et d'autant plus dans mon métier où, en tant qu'officiante, je suis quand même sur le devant de la scène avec 50, 100, 150, parfois 300 invités en face de toi. Si tu n'as pas un minimum d'ego et que tu te sens bien avec le fait qu'on te regarde, va y avoir un souci en fait, à un moment ou l'autre. Donc, et après, faut réussir à trouver le truc pour pas que ce soit démesuré, comme on dit, mais je pense qu'il y a un moment où on a besoin quand même, il faut ce petit côté où on a besoin de se montrer, on n'a pas peur de se montrer et on a besoin de transmettre qui on est et ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer, quoi. Ouais. Alors, peut-être que c'est pas le bon terme et que c'est pas égo, mais... Si, tout à fait, c'est bien l'ego, on parle de l'ego, c'est absolument ça, il n'y a pas de... C'est ça. Par contre, de mon point de vue, il peut nous desservir aussi dans l'entreprise où justement on va vouloir faire souvent seul les choses. Oui, d'accord, je vois ce que... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il nous sert probablement, cet ego, il est intéressant sous ses meilleurs aspects pour aller de l'avant, pour aller vers les autres, pour prospecter, pour tout ce que tu veux, parler, faire un podcast.
Après, en effet, il faut de l'ego et du coup de l'humilité, au fur et à mesure de comprendre que on peut pas être bon partout, surtout quand on est entrepreneur, en fait. Dans mon cas, j'ai fait des études d'événementiel. Ok, super, l'événementiel, je sais faire. Sauf que quand tu es entrepreneur, la com, on t'a pas appris, la gestion d'entreprise, la compta, l'administratif, tout ça, c'est pas des choses, c'est pas ton métier, en fait. Donc, mais le problème, c'est que quand on est entrepreneur, c'est pas un problème, mais il faut être polyvalent et il faut pouvoir savoir faire de tout. Sauf qu'il y a un moment, on peut pas être bon partout, on peut pas réussir à tout faire. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est difficile au début de donner des petits bouts de son entreprise, mais en même temps, je me rends compte, là, en discutant, que je ne donne pas, sauf avec Émilie plus récemment, mais au départ, je ne donne pas des bouts de mon entreprise que je confie. Parce que moi, mon entreprise, c'est l'événementiel. C'est vraiment mon cœur de métier à moi. Si je donnais mon métier à moi, là, j'aurais l'impression, en effet, d'être, pour l'instant, en tout cas, de donner quelque chose qui est à moi. Par contre, donner de la gestion, donner de la communication, de la compta, des choses que je n'ai pas appris, qui n'est pas mon métier, entre guillemets, je trouve que c'est plus facile. C'est des petites étapes qui sont un petit peu plus faciles et j'ai pas l'impression de donner une partie de moi. Pour toi, c'est plus simple. Mais c'est vrai que dans le global, tous les entrepreneurs que je fréquente et que je connais, c'est assez compliqué cette étape-là. C'est pour moi-même. Hein. On va pas alors que je prends la comme les autres. Non, mais c'est pas évident. Oui, tout à fait. Certaines parties. Bon, là où j'ai aucun problème, c'est sur la compta. Mais... Alors que là, pour le coup, j'ai plus de problèmes sur la compta, parce que j'aime les chiffres. Donc, j'aime bien suivre le truc. Oui, mais parce que Hélène, ce qu'on n'a pas encore raconté, c'est ton rêve, ton vrai rêve de petite fille. Tu dis que tu aimes les chiffres, etc. Mais toi, tu voulais aller sur la Lune. Oui, je voulais être astronaute, ouais. C'est rigolo d'avoir... tu disais que c'était pas par vocation. Enfin, t'as vraiment pas fait ce métier. C'était pas le rêve de gamin. Ah non, parce que jusqu'en première, je voulais être astronaute. T'as fait S? Ouais. J'ai repiqué ma première S. Là, j'ai compris que je serais pas astronaute. D'accord. Là, j'ai compris qu'en effet, le niveau n'est peut-être pas à la hauteur et que je serais pas dans les étoiles de cette façon-là. Je serais d'une autre façon. Voilà. Dans d'autres étoiles. Exactement. Différemment. Ouais, c'est chouette. Mais j'aime bien cette histoire-là parce que c'est vrai que on rencontre quand même souvent des gens qui font leur métier par vocation. La plupart du temps, quand tu es entrepreneur, je sais pas, les pâtissiers, souvent c'est ça, quoi. C'est moi, je voulais faire ça. Dès que j'étais petite. Ouais, c'est ça. Alors toi, pas du tout. Moi, la vocation est venue après, quoi. C'est plutôt... L'évidence est venue après. L'objectif du podcast, c'est ça que je disais, c'est quand même aussi de donner des petits tips et des conseils pour de futurs entrepreneurs ou de gens qui viennent juste de se lancer. Et donc, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus servi comme conseil dans ta carrière? De ne pas écouter les conseils? Non, je sais pas. C'est vrai que la question est pas évidente. Comme ça, si tu n'y as pas réfléchi un peu avant. Mais des fois, il y a vraiment un mot qu'on t'a dit, un conseil, tu vois, qui fait que ça a été ta ligne de conduite. En tout cas, tu l'as toujours remis. Non, c'est pas que j'ai pas de conseils, mais c'est qu'en fait, selon les moments de l'entreprise, j'étais prête à les entendre ou non, je pense, ces conseils-là. Comme on en parlait, je pense, au moment où ça a coupé, il y a toute une partie du début de la société où j'étais pas tellement investie finalement dans ma société, je pense, où je faisais un peu ce qu'on me disait de faire, où je sais pas, j'avançais comme ça, sans me poser de questions, à avancer et tout. Et je pense qu'on m'a sûrement donné des conseils à ce moment-là que j'ai appliqués. Mais aujourd'hui, on me redonnerait les mêmes conseils. Je dis, non, tu rigoles ou quoi? Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, à partir du moment où j'ai repris un peu en main les choses et que je me suis sentie beaucoup plus investie dans la société, je pense que j'étais prête à avoir des conseils à ce moment-là, mais c'était pas obligatoirement des conseils précis, mais c'est plutôt de persévérer, c'est plutôt de trucs très factuels, mais d'avoir un peu de sous de côté parce que ça peut prendre du temps avant que les sous rentrent. C'est de s'écouter, on parlait des histoires aussi de travailler avec le cœur, de trouver à fixer ses bons prix, d'être bien entouré. Enfin, il y aurait énormément de choses à faire et en même temps, de se dire de s'écouter soi en fait. Et puis j'ai tellement évolué au fur et à mesure, grandi aussi, parce que quand j'ai démarré il y a 12 ans, j'avais 25 ans.
Donc, j'étais toute jeune. Il n'y avait pas cette maturité, il n'y avait pas cette réflexion, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait pas la construction de ce que j'ai mis en place au fur et à mesure des années. Donc, les conseils ne seront pas les mêmes en fonction du moment où les gens seront dans leur histoire et dans leur réflexion. Donc, persévérer, continuez jusqu'à ce que vous ayez la révélation. Je ne sais pas. Ça, c'est ce que toi, tu dirais. On y va, on franchit la montagne, quoi. Ouais, oser. Après, je ne suis pas la première à le faire pour tous mes projets. Mais oser, il faut y aller. Quand même, se lancer à 25 ans. Je crois qu'à ce moment-là, en fait, c'est que je dirais bien, il faut arrêter de se poser des questions. Mais aujourd'hui, je m'en pose beaucoup plus qu'il y a 12 ans. Donc, je ne sais pas si c'est... je suis très, très contradictoire comme fille. Mais en fait, je pense que si je ne me souviens pas pourquoi j'ai créé ma société, c'est qu'à un moment, j'ai dû arrêter de me poser des questions et de me dire, allez, c'est bon, stop, j'ai dit que je montais une entreprise, on y va, et puis basta. Et je pense que c'est comme ça que j'ai fait les premières années en disant c'est bon, on avance, on voit au fur et à mesure et puis on voit ce que ça donne. Après, avec les années, j'ai pris un petit peu plus de recul en me disant ok, mais comment on construit ça sur du long terme? Quelle stratégie je peux mettre en place? C'est quoi vraiment mes envies au plus profond de moi-même? Mais voilà. Mais du coup, persévérer, ouais. T'as eu peur? Ah, tout le temps, mais j'ai encore peur. Mais oui, mais c'est pas ce petit truc qui nous tient justement? Ah, je pense que c'est cette adrénaline. Mais comme les jours J sur les mariages, c'est cette peur, c'est ce côté où qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc t'es vraiment accro aux émotions. Ah, mais totalement, c'est une drogue. Non, mais tu le dis en plus. Ouais. Ah bah oui, non, vraiment, ça parle de fabrique, quoi. Tout à fait. Après, il y a certaines peurs qui sont plus faciles à vivre que d'autres. Mais non, mais en entrepreneur, on disait qu'on se remettait tout le temps en question et ça sera tout le temps le cas. Mais on a aussi tout le temps peur. Le moindre choix qu'on va faire ou qu'on va mettre en place, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va avoir l'effet que toi, tu as envie que ça ait? Je sais pas. Oui, parce que finalement, l'enjeu, il est tant financier que du point de vue de l'image de l'entreprise. En fait, il y a énormément d'enjeux derrière une même décision, quoi. Même si au bout d'un moment, l'image de l'entreprise, je m'en suis un peu détachée en me disant, je fais ce qui me correspond moi. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais cette fameux ego, c'est moi d'abord. Ça te ressemble tellement pas. Ouais, un peu quand même. Enfin, comme je disais, il y a obligatoirement un peu d'ego dans ce qu'on fait. Donc, même si je mets beaucoup les autres en avant et que mon métier, c'est que les mariés soient le mieux possible, les plus beaux, leur histoire, la cérémonie la plus belle, il y a quand même un peu d'ego où moi, j'ai envie de penser à moi et que je me sente bien avec ce que je fais aussi. Ça me fait penser à une question intéressante, pas du tout prévue, mais comment tu perçois la concurrence? C'est tes alliés ou c'est vraiment ta concurrence? J'aime bien. C'est bien sur le vraiment. Vraiment. Non, j'ai jamais... Alors si, je pense que j'ai dû avoir quand même quelques concurrentes où... En fait, je vais avoir un souci au moment où je vais vraiment sentir que la personne... Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais elle réussit mieux que moi. En fait, je vais au quotidien, je travaille très régulièrement avec... je fais partie d'une association de wedding planners, d'organisateurs de cérémonies et tout ça. Donc, j'ai aucun souci, on s'entend bien, ça se passe super bien. On a des très bons feelings, on discute, on s'entraide, on s'échange, etc. Après, j'aime bien suivre beaucoup de personnes qui font le même métier que moi à travers la France, à travers les autres pays et tout ça. Et je vais avoir ce côté de « Ah, elle a fait ça, c'était une bonne idée, c'est top, quoi ». Je sais pas obligatoirement de la méchanceté ou de la concurrence envers la personne, c'est plus que « Ah, elle a eu la bonne idée, quoi. Mince, j'aurais dû avoir cette idée-là. » Enfin, mais c'est des choses qui vont te tirer vers le haut tout le temps, ou qui vont... parce que t'as des gens au-dessus de toi qui ont réussi ou qui ont eu une remise en question plus forte que toi à un moment et qui, du coup, vont t'aider aussi à t'améliorer, à trouver comment faire pour... En fait, la concurrence est un moteur. C'est ça. Donc, et au moment, ça te fait mal parce que fait chier, je l'ai pas eu cette idée. Ouais. Mon ego en prend un coup, mais après, mais comment je peux le faire moi à ma sauce, quoi. J'ai été confrontée assez souvent à ce genre de discours avec, on va dire, d'un point de vue plus personnel ou professionnel aussi. Et en fait, c'est souvent ce que je dis. Ça peut faire très mal, la concurrence, quand il y a une idée, ou pire, quand on vient reproduire quelque chose que tu as fait, etc. Ça peut être vraiment douloureux.
Mais en fait, la concurrence, il faut toujours l'avoir comme un moteur. Et c'est pour ça que quand on ouvre une entreprise et qu'on a en plus pignon sur rue, on va regarder la concurrence autour parce qu'elle est hyper intéressante. Donc, c'est un moteur. Je pense même que ça devrait être la plupart du temps des alliés. C'est-à-dire que c'est pas... tu vas pas faire ami-ami avec tout le monde. C'est pas... Oui, non, et puis il faut trouver sa juste limite. Parce que, alors c'est vrai que moi, je suis pas du tout du genre à calculer. Et quand on se rencontre entre consoeurs et tout, alors là, je peux te déballer mes prix, mon fonctionnement, etc. Un peu trop vite des fois. Donc, il y a eu 2-3 fois où je pense que je me suis fait avoir parce qu'il y a des choses qui ont été piochées, parce que, voilà. Mais de principe, de base, en fait, je considère qu'on a tous notre valeur ajoutée, surtout dans le monde du mariage, surtout dans la cérémonie. On a tous notre façon de faire, notre touche, notre personnalité, parce qu'on met tellement, comme tu disais, de cœur dans notre accompagnement, que j'ai pas le même cœur que la personne d'à côté de moi. Donc, je vais pas avoir, même si le process de base, comme on disait, l'offre de base est la même, même si en général, elle l'est pas, mais si l'offre de base est la même, derrière, ce qu'on va faire, des retours de ce que les mariés et tout, ça va pas donner la même chose. Donc, il y a un moment, ok, c'est pas grave, quoi. Et on choisit de toute façon, je pense, la personne qui va intervenir à son mariage, que ce soit l'officiante ou même pour la déco. Il y a quand même un feeling derrière tout ça. Il y a une... Alors, beaucoup plus sur la cérémonie que sur la déco. Mais bien sûr, oui, tout à fait. J'aimerais que tu me dises un petit peu comment tu vois l'industrie du mariage dans les années à venir. Tu penses que ça va évoluer comment ? Ah ouais, j'ai des grosses questions. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, du coup, ça revient à ce qu'on était en train de parler, du coup, je retrouve. Où je trouve que de plus en plus, les mariés sont en train de se retourner vers la qualité plus que la quantité. Je m'explique. Ils sont de moins en moins, alors à part dans certaines régions ou dans certaines traditions habituelles, il y en aura toujours, mais ils sont de moins en moins 200, 300, 400 invités. On va être plus sur du 50, 70, 100. Ils préfèrent inviter moins de monde, mais alors sélectionner les gens qu'ils invitent, que ce sont vraiment des gens qui sont importants, qui font partie de leur cercle quotidien ou de leur cercle vraiment proche. Et du coup, le fait d'inviter moins de personnes, ils se font plus plaisir sur les prestataires ou sur les propositions. Ils sont dans la volonté de faire vivre une expérience à leurs invités et eux, d'intensifier le moment, de rendre vraiment le moment symbolique, fort, puissant, plus que juste faire la fête. Donc, je trouve qu'il y a C'est que ça a évolué, justement, les mœurs sont différentes. Non. Enfin, toi, tu as dû voir ça même en 15 ans. Oui. Quelque chose de beaucoup moins classique et de beaucoup moins, je trouve un autre terme, de beaucoup moins normé. Alors, oui. Je pense que c'est dû à 2 choses. Les années, oui, en effet, parce qu'on évolue, parce qu'en plus, au passage, le Covid est passé par là et que ça a changé plein de façons d'organiser les événements et tout ça. Après, mon regard est un tout petit peu biaisé parce que mes offres ont aussi évolué. Et que plus ça allait, plus j'ai des tarifs qui ont augmenté aussi par l'expérience et les propositions que je fais. Et donc, je ne touche pas obligatoirement la même cible que je touchais il y a quelques années, qui était peut-être un petit peu plus accessible, je ne sais pas si c'est le mot, où du coup, je pouvais peut-être avoir des mariés qui étaient avec un plus petit budget et qui du coup avaient des volontés différentes, alors qu'aujourd'hui, je vais être avec des personnes qui... peut-être ont un budget un petit peu plus conséquent, ont envie d'originalité, de choses différentes, d'un mariage un peu alternatif qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc, je ne vais pas être non plus, moi, sur la même cible. Donc, oui, je vois de plus en plus d'originalité. Je vois des gens qui font beaucoup plus attention à leur choix de prestataire, qui travaillent au coup de cœur, à l'évidence, au feeling, etc. C'est aussi vers quoi j'ai envie qu'ils tendent, parce que c'est mon cœur de métier et c'est ça ma valeur ajoutée. Mais je pense que quand même la société a aussi évolué et que les mariages évoluent et que les envies évoluent autour de ça. Tu penses que ça fonctionne bien justement, les réseaux sociaux, etc. pour le choix des prestataires ? Alors non, pas du tout. Mais du coup, ma community manager sera pas contente si je dis ça. Ça m'intéresse de savoir. Non, bien sûr, aujourd'hui c'est primordial pour nous. Parce que la plupart des gens, quel que soit le biais par lequel ils viennent nous voir, ils vont passer par le site internet, en général quand même,
Mais le réflexe va quand même être tout de suite Instagram, surtout qu'on ait des métiers d'image, nous. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils puissent voir ce qu'on fait. Et surtout qu'on est de la prestation de service, donc on vend du vent, on vend des choses qui ne sont pas palpables. Voilà, référence. Je l'ai toujours. Je l'ai tellement. Tout le monde là. C'était pas palpable. Je suis tout seul. Donc, du coup, ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de voir ce qu'on arrive à réaliser. Ils ont besoin de tâter le truc, quoi, de sentir les choses. Et en fait, sur un site internet, tu peux réussir à transmettre un peu les choses, mais un site internet, ça reste quand même la présentation des offres, les tarifs, quelque chose d'assez normé. Mais du coup, ils ont envie de voir du vrai, ils ont envie de voir les émotions, ils ont envie de ressentir quelque chose. Et rien de mieux que les réseaux sociaux aujourd'hui pour sentir l'essence d'une personne. Ouais. Et alors, toi, c'est encore mieux de rencontrer vraiment la personne. Mais je pense pas que ça amène justement à faire des choix plus originaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va tomber sur une multitude de possibilités sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'on va voir justement ces choix plus originaux. Ceux qui se démarquent en général sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont des contenus à proposer, tu vois. Donc, je pense que c'est... Ah bah c'est sûr que de toute façon, c'est sujet à beaucoup plus de comparaisons. Là où peut-être que certains officiants ou décorateurs seraient moins accessibles parce qu'ils n'ont pas de site internet ou parce que là, sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, on va les trouver, on va voir ce qu'ils font, on va pouvoir les contacter facilement. Donc là, on va avoir, on parlait de la concurrence, mais là, on va avoir une concurrence vraiment énorme, en fait, sur les réseaux sociaux. Après, en effet, il faut réussir à sortir son épingle du jeu, à montrer sa valeur ajoutée et pour justement donner envie aux mariés qui ont envie d'originalité de dire « Hey, c'est moi l'originalité, je suis là. » Voilà. Bon, du coup, toi, t'as aucun problème avec ça. J'ai une très très bonne community manager qui gère ça. C'est de main de maître. Je n'ai rien à lui dire en plus. On parlait de l'ego. Mais c'est ça, ça en fait partie. On a besoin de savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. Donc on a besoin d'avoir des retours, on a besoin d'avoir des avis des clients, on a besoin d'avoir... D'une part, ça nous fait du bien en effet à notre ego, et puis c'est comme ça qu'on montre l'image de notre entreprise et montrer ce qu'on peut leur apporter aussi à eux. Alors attends, je suis en train de me rendre compte que j'allais te reposer une question sur l'ego, mais peut-être que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment dit de choses sur l'ego en fait. Peut-être. Et puis de toute façon, on n'a que le son et pas l'image. Donc non, c'est bon. Oui, là, il fait le pain pour l'autre. Non, mais c'est intéressant, l'ego sur les réseaux sociaux, il ressort souvent. C'est-à-dire que c'est là peut-être où on va se dire « Ah, mais l'autre, il va faire un super truc » ou « Il s'est exprimé de telle ou telle manière. » Et parce que c'est ma partie aussi, mais on peut tomber dans un excès, quoi. C'est extrêmement difficile parce que, je le disais tout à l'heure, elle a fait quelque chose mieux que moi, j'ai envie, etc. Il y a une officiante en particulier que j'adore suivre et qu'en fait, pendant longtemps, j'avais une sorte de complexe parce que cette personne-là a une écriture, une plume qui est sublime. Elle arrive à faire des jeux de mots hyper fins, très pointus. Alors que tu n'es pas en reste. Non, alors, plume. Oui, mais non, en fait. Parce que c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que je vais avoir aussi une belle plume, mais dans un style tout à fait différent. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, mince... elle est littéraire, elle connaît les livres et les citations par cœur, elle fait que de lire, elle s'imprègne énormément de ça, des classiques et tout ça. Et alors moi, je suis une scientifique à la base, donc je me suis dit, mince, pour pouvoir faire de l'écriture mon métier, c'est quand même dommage que je ne sois pas littéraire et il faudrait peut-être que je lise un peu plus, il faudrait peut-être que... Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que toi, tu es bon dans l'écriture, mais dans un autre registre, dans une autre... beaucoup plus terre à terre, du coup, pour une scientifique, et que finalement, je vais attirer des gens qui ont besoin de ça. Alors après, syndrome de l'imposteur, je peux t'en parler aussi pendant très longtemps, hein, ça, pas de problème, hein, parce qu'on ne se sent jamais à la hauteur de ce qu'on fait. Oui. De ce qu'on fait. Alors, il y a certaines choses, petit à petit, qui s'ancrent et qui... En fait, on va se remettre en question, on va continuer à se remettre en question, mais pas sur les mêmes choses tout le temps. Au début, ça va être sur notre valeur, sur notre métier, sur les compétences. Et puis, du coup, ça, petit à petit, avec l'expérience, ça va commencer à se solidifier un petit peu. Mais après, ça va être sur les nouveaux projets, ça va être sur les nouvelles idées. Il y aura toujours, en fait, cette remise en question et ce syndrome de l'imposteur qui va se traîner par-ci, par-là, dont on essaie de se débarrasser. Mais finalement, il y a toujours un petit
trucs dans un Des résidus. Mais il est intéressant, c'est ça. Ah oui, je ne lui en veux pas. Il est un peu récalcitrant des fois, mais sinon je lui en veux pas. Ça t'a fait évoluer justement d'un point de vue très personnel en fait l'entreprise? Énormément. C'est hyper enrichissant. De l'entreprise elle-même et des rencontres que j'ai faites grâce à cette entreprise. De toutes les histoires de couple que tu entends, ça te fait travailler énormément sur ton couple. Mais énormément, parce que ça te renvoie à un moment ou l'autre en miroir avec ce que tu vis. Sur l'entreprise, ça va te renvoyer en miroir avec les gens qui sont salariés, les autres entrepreneurs, les autres. Donc oui, tu as des réflexions tout le temps, en fait. Ça te fait réfléchir à plein de choses. Et puis, l'âge avançant, pas vieille, mais quand même, tu as une maturité qui s'acquiert et des envies de comprendre des choses ou des fonctionnements ou mieux apprendre à te connaître toi. Et l'entrepreneuriat, pour ça, ça te met face à toi très vite, quoi. Tu retournerais dans le salariat? Alors pour le coup, je ne l'ai pas, je dirais pas retourné parce qu'en soi, je ne l'ai jamais réellement vécu parce que j'ai créé direct après la fin de mes études, mais j'avais des stages très longs, donc dire que un petit peu, mais en fait, j'aurais pu continuer, mais que avec une seule personne et dans une seule entreprise. En fait, j'ai fait un stage qui a été très très marquant pour moi. Avec une personne incroyable, Carole, dans l'événementiel, qui était exceptionnelle dans son métier, qui l'est toujours d'ailleurs, Carole. Tu es toujours exceptionnelle dans ton métier et dans l'événementiel, qui fait un taf incroyable et qui a toujours été mon mentor en événementiel, elle m'a tout appris et on s'est toujours très bien entendu. Et en fait, quand je suis rentrée sur Angers pour monter ma société, du coup, je disais non à continuer avec elle. Et donc, en rentrant sur Angers, en fait, je me suis posé la question, je me dis, mais en fait, je ne me vois pas bosser avec quelqu'un d'autre que elle. Donc, en fait, il n'y aura personne d'autre. Donc, j'ai monté ma société à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas aujourd'hui, je pense que oui. Mais du coup, je n'ai jamais vraiment testé salariat. Et alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas retourner travailler avec elle puisqu'elle est sur d'autres... elle est restée à Paris et sur d'autres choses. Mais en soi, je ne me vois pas du tout dans cette place-là, quoi. C'est un beau parcours, hein. C'est génial de sortir de tes études, de monter ton entreprise tout de suite. Continue. Ouais, je te... Non, mais c'est vrai, écoute, moi j'ai testé le salariat. Clairement, j'y retourne pas. Mais je me suis posé la question. Je me suis posé la question, il y a un confort, quelque chose de rassurant en fait derrière le salariat. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Après, voilà, je pense que ça dépend dans quel métier tu es, dans quelle passion, si tu as une vocation. Après, voilà, je pense qu'on n'est pas particulièrement des profils à... en tout cas, aujourd'hui, je pourrais être un profil à être salarié parce que j'aime bien suivre des ordres, un cadre, des choses comme ça ne me pose pas de soucis. Mais après, y avoir goûté pendant tellement longtemps, c'est un peu plus dur. Faut être un peu fou, tu penses, pour être entrepreneur? Ouais, faut être un peu frappadingue, ouais. Ouais. En ce qui te concerne, c'est complètement sage folie. Non, je pense clairement non, pas que tu es la plus frappadingue non. de mon entourage frappadingue. Parce que parmi... Oui, mais l'échelle, elle est haute dans ton entourage frappadingue. Donc, non, après, je pense qu'il faut une certaine folie dans la notion de... il y a un moment où on ne se pose pas de questions en avance. Mais pas dans le côté faire des choses insensées. Je pense que ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, les projets que j'ai mis en place, ça a toujours été quelque chose de sensé, qui avait mon ego, je veux pas paraître hautaine ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai travaillé les choses en rapport avec ma société, en rapport avec mes valeurs, en rapport avec qui je suis. Donc, je pense que j'ai réussi à faire ça. Après, j'ai jamais, en effet, fait quelque chose qui était complètement pas de rapport avec mon univers. Et tu as réussi. Ça, je n'ai pas été tout le temps là. Alors, réussi, je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir réussi. On verra. C'est une autre notion. Oui, tu n'arrives pas à dire ça, que tu as réussi? Non. Est-ce que je l'atteindrai? C'est ça, en fait. C'est que est-ce que j'atteindrai un jour un niveau de réussite? Je ne sais pas. Tu le places où?
Il est où ton niveau de réussite? Alors moi, mon niveau de réussite, il est dans la... Ça va te faire rire, dans la sécurité. Non, dans la sérénité. Enfin, dans le côté, je fais ce que j'aime. Je fais ce qui me passionne avec la sécurité financière qui l'entoure. Ça va être ça ma réussite à moi. C'est-à-dire que ma famille, je l'ai. Ouais, c'est ça. De pas avoir à me... Alors, pas à me remettre en question, parce que ça, je l'aurai toujours. Mais de pas avoir à me stresser ou à être sous pression ou quoi que ce soit. Ma réussite dans ma famille, elle y est, elle est là. Ma réussite dans mon entourage, elle est là. C'est plus en effet dans la société qu'il y ait une sérénité sur du long terme, mais j'ai pas choisi le bon métier pour ça. Oui, c'est vrai, dans l'événementiel. Et puis en fait, je crois que c'est biaisé, c'est-à-dire que même voilà, des chefs d'entreprise qui ont, soi-disant, en fonction de ce que tu racontes et des critères que tu donnes, réussi, ils sont toujours en stress. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois, après, je cherche pas à être riche ou à être, avoir un salaire énorme. Déjà, l'événementiel n'est pas fait pour être riche. Ça, clairement, si vous faites de l'événementiel, ne le faites pas pour l'argent. Mais simplement, voilà, être autonome, sereine, pouvoir subvenir à mes besoins sans me limiter, entre guillemets. J'ai pas des besoins non plus faramineux. Pouvoir avoir ma famille toujours en sécurité, être en bonne santé. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que dans l'événementiel, et en particulier dans le monde du mariage, tous les ans, on est obligé de reprendre de nouveaux clients. On n'a pas de fidélisation. Donc, c'est difficile d'être serein pour 5 à 10 ans. On va être serein pour l'année. Déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Je pense dans l'entrepreneuriat en général. Oui, c'est pas un modèle de sérénité. On a presque fini toutes mes questions. Est-ce que... Oui, tu vois, je t'ai dit que j'allais être mignonne. On a rigolé par contre. On a eu des moments un peu cocasses. Hein, avec des gens qui sonnent à la porte. Est-ce que tu aurais des recommandations, alors, précises, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, soit des entreprises que tu aimes particulièrement, ou un entrepreneur, le nom d'une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Hein. Des lectures ou des podcasts à conseiller? Alors, je suis très podcast, donc en effet, le premier qui me vient, c'est celui dont je te parlais, qui est Génération Do It Yourself, alors qui n'est pas du tout dans la même sphère que moi, parce que en fait, il va interviewer des gens qui se sont faits par eux-mêmes, qui se sont construits par eux-mêmes, mais souvent des startups, des grosses boîtes qui sont en bourse ou autres, ou ce genre de choses. Mais ça permet de se rendre compte que, qui est d'ailleurs un conseil pour les entrepreneurs, vous n'êtes pas seul, en fait. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le parcours, on a tous les mêmes problématiques. À un moment ou l'autre, on a tous vécu la même problématique de manque de clients, de problèmes avec l'URSSAF, de trucs, quel que soit. Et donc, en fait, d'en discuter, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'échanger, d'écouter des podcasts, ça permet de se rendre compte de relativiser un peu et de se dire que, bon, ok, il y a peut-être des solutions parce que je ne suis pas toute seule à vivre ça, quoi. Donc, Génération Do It Yourself. Ouais. Ok, sur YouTube. Sur toutes les applis de podcast, peu importe. Sur toutes les applis de podcast. Sûrement YouTube aussi, mais... Eh bien, merci Hélène. Toi, tu as ton site internet, c'est del'événementdanslair.fr, tout attaché, .fr. Tu as toi-même un podcast, oui, qui s'appelle 2 à moi. Oui. Voilà, allez. La saison 3 va bientôt arriver. Là, c'est de la bonne nouvelle. N'est pas encore enregistré, mais bientôt arrivé. La bonne nouvelle. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, oui. Instagram, Facebook. Géré d'une main de maître. Géré d'une main de maître. Merci Hélène. Tu as un blog aussi sur ton site internet. Enfin voilà, on te trouve un petit peu partout. Merci infiniment pour ce petit moment partagé, pour ce premier podcast qui, tu le sais, me tenait énormément à cœur. Donc, peut-être une prochaine fois. Et merci encore. Merci à toi, parce que c'était un vrai honneur, d'une part, d'être sur ton podcast, et en plus d'être la première sur le podcast. Donc voilà, j'espère que ça a pu apporter des informations ou des moments sympas.